Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième demi-journée, cette belle après-midi ici dans le Palais de l'Arbousse à Bordeaux. Bonjour à vous qui êtes chez vous aussi, qui nous regardez d'un peu plus loin. Très content d'animer cette demi-journée consacrée cette fois-ci à l'économie circulaire. Et pour commencer, je suis ravi de recevoir Benoît Biteau, agronome, paysan bio et député écologiste au Parlement européen pour cette première table ronde. Je vous invite à vous asseoir. Hop, on va peut-être... Hop, c'est bon. Hop. Et donc merci à tous ceux qui sont aussi dans les coursives au village. Je vous invite également à nous rejoindre ici dans l'agora principale. Benoît, pour commencer, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Et moi j'ai envie de comprendre ce qui vous a amené dans ce secteur. Et j'ai envie de dire à faire les choses un peu différemment. Alors, me présenter, c'est toujours un peu difficile quand on a eu plein de vies dans la même vie, mais en gros, moi je suis fils d'agriculteur, petit-fils de paysan. J'ai eu la chance, je considère comme ça, de pouvoir me former, puisque j'ai fait une formation supérieure d'agronome. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir une vie professionnelle avant de devenir moi-même paysan sur la structure familiale, qui m'a amené à découvrir d'autres façons de pratiquer l'agriculture. Et c'était ça le challenge qui m'intéressait, c'est-à-dire que la structure que me laisse mon père est une structure qui allait très loin dans le développement d'un modèle productiviste, intensif, industriel. Et à la lumière de mon parcours, scientifique, j'ai fait un peu de recherche aussi, j'ai eu envie de faire la démonstration qu'en partant de là, justement, on pouvait faire autrement et que l'agroécologie était une réponse à la fois pour satisfaire l'enjeu du revenu des agriculteurs, mais aussi de satisfaire d'autres défis contemporains importants autour du climat, de la biodiversité, de la santé. Et donc, depuis 15 ans, donc, je suis paysan. Et depuis juillet 2019, enfin mai 2019, l'élection en France a eu lieu en mai 2019, je suis effectivement député écologiste au Parlement européen. Et engagé aussi depuis un petit peu plus longtemps, depuis une dizaine d'années pour le coup. Un engagement aussi bien dans la vie locale, régionale. Alors oui, effectivement, sur ce sujet qu'est l'eau, puisque c'est le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, encore une fois, d'avoir une vie professionnelle diversifiée. J'ai été directeur d'un bureau d'études qui vendait de l'irrigation et du drainage il y a très longtemps. Mais surtout, j'ai commencé vraiment à m'impliquer sur ce sujet-là quand j'étais directeur adjoint du parc du Marais Poitevin, où le sujet de l'eau sur cette zone humide, qui est la deuxième plus grande zone humide de France, est un sujet absolument central, où les conflits d'usage sont extrêmement importants. Et sur la ferme que j'ai repris, c'est un sujet extrêmement sensible aussi, parce que mon père était irrigant en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans quand j'ai repris la ferme, sur un périmètre que, si je vous dis le bassin versant de la Seudre, je pense que tout le monde ne connaît pas. Par contre, si je vous dis qu'à l'estuaire de la Seudre, il y a une activité qui s'appelle l'huître de Marennes-Oléron, là, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et donc, le conflit d'usage autour de ces activités primaires, agricoles et conchylicoles, fait que, eh bien, forcément, j'ai dû, quelque part, un peu choisir mon camp. Complètement. Et vous parlez justement de l'eau. Ce lien entre l'eau et l'agriculture, il évolue au fil des dernières décennies, des dernières années. Est-ce qu'on peut parler justement de ces aménagements? Parce qu'au final, il y a un problème. C'est un peu le serpent qui se mord la queue aujourd'hui. Et ce problème de l'eau, justement, dans l'agriculture, est-ce que là aussi, vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, l'agriculture est un secteur absolument central sur la problématique de la gestion de l'eau, que ce soit sur la gestion qualitative, on parle souvent des nitrates dans l'eau, des pesticides dans l'eau, qui coûtent horriblement cher d'ailleurs pour les retirer une fois qu'elles ont rejoint la ressource. Et donc la problématique de l'eau potable est intimement liée à ce qui se passe dans les pratiques agricoles. Donc la dimension qualitative, elle est importante. Et sur le bassin ostréicole de l'huître de Marennes-Oléron, cette dimension qualitative, elle est également importante dans la mesure où la dégradation de l'écosystème estuarien fait qu'on observe depuis une dizaine d'années maintenant des mortalités importantes sur les coquillages, d'huîtres et de moules d'ailleurs, liées à la dégradation de cet écosystème. Et quand on regarde en vérité l'origine des pollutions qu'on trouve sur cet écosystème, eh bien 80% des pollutions sont malheureusement d'origine agricole. Donc on voit bien la raison pour laquelle on peut appeler ça des conflits d'usage. Mais sur la dimension quantitative, effectivement, l'agriculture est aussi un acteur central dans la mesure où malgré le Code de l'environnement qui hiérarchise les usages de l'eau, qui dit que la première priorité de l'usage de l'eau, c'est fournir de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante pour tout le monde. Le deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et donc, quand je parlais du Marais Poitevin tout à l'heure, on voit bien que cette priorité-là, elle est absolument centrale. Mais quand je parle des marais de la Seudre, qui sont juste
à l'amont du bassin ostréicole, on voit bien l'importance des milieux aquatiques. Et la troisième priorité, et c'est seulement la troisième, c'est ce qu'on appelle l'eau économique, c'est-à-dire l'eau qu'on peut mobiliser pour refroidir des centrales nucléaires, pour produire de l'énergie hydroélectrique, mais aussi pour irriguer des cultures en agriculture. Et quand on y regarde de près, quand on décortique un peu comment sont répartis ces usages de l'eau en volume, on se rend compte que l'agriculture prélève 2,5 fois plus d'eau que l'eau potable, par exemple, sur la région de Nouvelle-Aquitaine, si on prend cette région-là. Donc c'est colossal. Et surtout, elle le fait au moment où la ressource est en flux tendu. C'est-à-dire que pendant l'été, au moment où les pluies sont rares, ces prélèvements estivaux pour irriguer des cultures créent des situations un peu ennuyeuses, on va dire ça, mais surtout qui télescopent le code de l'environnement que je viens de citer. Et sur la dimension quantitative, les aménagements, pour répondre directement à la question, les aménagements qui ont été imaginés pendant les 6 dernières décennies, c'est-à-dire l'avènement de cette agriculture qu'on a qualifiée tout à l'heure d'industrielle, de productiviste, d'intensive, a fait qu'on a cherché à toujours plus faire en sorte que l'agriculture soit toujours plus performante avec davantage de mécanisation, davantage de surface mobilisée par l'agriculture. Et donc les aménagements ont fait qu'on a détruit des prairies. On a préféré enfermer les animaux dans des bâtiments plutôt que de les mettre sur ces prairies-là. Et sur les prairies qu'on a détruites, produire du maïs qui vont nourrir les animaux à l'auge, qui nécessite d'ailleurs qu'on importe du soja de l'autre côté de l'Atlantique et qui fait que dans ce cercle vicieux-là, on déforeste une partie de la planète qui participe à l'atténuation du changement climatique pour continuer d'alimenter des animaux sur des zones où on a dévasté les prairies qui ne peuvent plus remplir non plus cette fonction de séquestration de gaz à effet de serre pour nourrir des animaux à l'auge. On a également effacé les zones humides, on a effacé les zones qu'on appelle d'épandage de crues où quand la pluviométrie est importante, l'eau peut s'étendre. On a effacé les méandres des cours d'eau et on a fait des véritables autoroutes de l'eau qui fait qu'on ne sait plus retenir l'eau sur les bassins versants. L'eau qui tombe sur ces bassins versants-là prend ces autoroutes de l'eau, rejoignent très rapidement la mer et donc du coup emporte avec elle, avant de passer par des phases de stockage sur des prairies ou sur des zones d'épandage de crues, mais aussi d'épuration, parce que ces prairies ont la faculté d'épurer l'eau avant qu'elle revienne à la mer. Une masse d'eau stockée 48 heures sur une prairie humide efface 50% de ces matières polluantes. C'est dire l'efficacité de ces prairies-là. Eh bien, on a effacé toutes ces zones-là, ce qui fait que l'eau, chargée en pesticides, chargée en nitrates, dévale directement vers la mer. Et donc, c'est une double peine, c'est-à-dire qu'on est en train d'impacter très négativement l'écosystème estuarien, tout en effaçant la capacité des bassins versants de stocker cette eau, qui, quand elle est stockée sur le bassin versant, permet de recharger les nappes phréatiques et donc de satisfaire les 2 premières priorités du Code de l'environnement, c'est-à-dire la satisfaction d'une ressource en quantité et en qualité suffisante pour l'eau potable et le bon état des milieux aquatiques, puisque c'est justement ces milieux aquatiques-là qui permettent de stocker l'eau qui va ensuite rejoindre la nappe phréatique. Donc on voit bien qu'on a inversé des tendances lourdes et c'est ça la difficulté du développement agricole si on le regarde par le prisme de la gestion de l'eau. Complètement. Et donc, alors on a bien compris ce qui s'est passé, ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Comment on fait pour repenser justement ces usages et ces modèles? Vous avez mentionné votre ferme, pour le coup, avec 3 mots qui étaient ressortis: cohérence, agronomie, autonomie. Est-ce que c'est l'une des solutions, j'imagine? Et est-ce qu'on peut faire ça aussi à grande échelle? Et je rajoutais une petite question à ça. On peut changer tout ça? Et est-ce qu'on peut le changer rapidement? Alors, il y a plein de questions là, mais on peut changer. Je dis même que l'actualité nous invite à devoir changer, c'est-à-dire que je change le verbe, je le passe de pouvoir à devoir. C'est un impératif dans la mesure où, et moi je n'ai pas de problème à dire qu'on doit, puisque je rappelle quand même, et c'est souvent un angle mort quand on réfléchit au développement agricole, c'est que l'activité agricole est une activité lourdement soutenue par de l'argent public. Et donc quand on met autant d'argent public sur la table, on doit pouvoir espérer du récipiendaire, de l'activité qui reçoit cet argent public, qu'elle l'utilise pour servir l'intérêt commun, pour satisfaire des attentes sociétales. Parce qu'aujourd'hui, la société civile est de plus en plus claire sur les attentes du rôle joué par l'agriculture. Bien sûr, le rôle alimentaire, il est central, mais aussi les autres enjeux du climat, de la biodiversité, où l'agriculture est une activité extrêmement impactante. Et donc, si on met autant d'argent public sur la table, on doit exiger ce changement pour relever les grands défis, parce que l'agriculture est un secteur économique particulièrement stratégique sur ces enjeux-là.
Et donc, aujourd'hui, pour inverser cette tendance lourde, eh bien, il ne faut pas avoir peur de dire reméandrons les cours d'eau, recréons les zones humides, recréons les prairies, remettons les animaux. Vous vous rendez compte, la révolution que je vous propose, c'est de faire manger de l'herbe à des herbivores, plutôt que de leur donner du maïs et du soja. Et donc, c'est ça qu'on doit faire, a fortiori quand on met autant d'argent public sur la table. Et donc à partir de là, ça devient manichéen, c'est-à-dire que le cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure peut effectivement redevenir un cercle vertueux, et ça permet de satisfaire également la réglementation liée au Code de l'environnement. Et le constat est que quand on change vite, ou en tout cas quand on fait une rupture franche, et qu'on met toutes ces réponses en même temps, y compris pour l'agriculteur, c'est nettement plus pertinent, économiquement parlant, écologiquement parlant, socialement parlant, et là je viens de citer les 3 piliers du développement durable. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui du développement agricole. Et j'arrête tout de suite ceux qui nous disent mais vous allez nous affamer, la souveraineté alimentaire est en danger, la compétitivité de l'agriculture est en danger. Aujourd'hui, tout ce que nous disent les centres de gestion qui examinent les agriculteurs ou la comptabilité ou les résultats des agriculteurs qui ont fait le choix de l'agroécologie montrent très clairement que c'est ceux-là qui s'en sortent le mieux, en plus économiquement parlant. Et qui en plus arrivent, quand ils ont des pratiques agronomiques suffisamment abouties, à rivaliser en productivité avec ceux qui utilisent des pesticides et des engrais de synthèse et qui veulent, par exemple, continuer massivement à utiliser de l'eau alors que sur fond de changement climatique, elle est de plus en plus rare et qu'il va falloir réinventer le partage de cette ressource vitale pour que les conflits d'usage s'amenuisent dans ce contexte où cette ressource devient de plus en plus rare. Complètement, on a compris. Donc il y avait possibilité de faire des choses, c'est possible, en tout cas il y a les moyens de faire les choses. Et pour les agriculteurs, alors qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Le blocage, j'ai envie de dire, je vais faire un petit passage sur ma vie un peu plus personnelle, mais moi le blocage, je l'ai identifié dans la relation que j'ai eue avec mon père, tout simplement. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait le choix de complètement transformer ces pratiques-là, au début il était extrêmement réticent, il avait peur que je flingue, c'est son mot, l'outil de travail qu'il me transmettait. Et puis j'ai entendu des phrases, pas de pesticides, pas de récolte, pas d'engrais, pas de récolte. Et puis au fil des années, il a observé ce qui se passait. Et la première étape, je donne cet exemple-là, la première récolte certifiée en agriculture biologique que j'ai faite, c'était de l'orge pour faire de la bonne bière, on apprécie tous. Et comme je sais qu'il aimait bien conduire les moissonneuses-batteuses, je lui ai dit, ben écoute, si tu veux, si ça te tente, c'était pas une obligation, c'était un samedi, je te propose de conduire la moissonneuse-batteuse et de récolter mon orge de brasserie. Il était très content et un peu dédaigneux, un peu méprisant même. Il me dit, mais de toute façon, tu me mets 2 bennes au bout du champ et dans l'après-midi, c'est plié, ton orge bio. Parce qu'il avait cette et finalement, il m'appelle 3 heures après, il me dit les 2 bennes sont pleines et je finirai jamais cet après-midi. Et j'ai plus jamais entendu plat de traitement de pas de récolte. C'était une petite anecdote. Mais le blocage, il est psychologique. C'est-à-dire que, et moi je l'ai vu le moment où Michel Barnier, on parle beaucoup de lui en ce moment, je ne sais pas pourquoi, doit y avoir un événement électoral bientôt, était ministre de l'Agriculture et décide de me récompenser du Trophée national de l'agriculture durable. C'est-à-dire que mon modèle, mes pratiques sont lauréates du Trophée national de l'agriculture durable. Avec une dotation par le Crédit Agricole de 10 000 euros, je me fais le petit plaisir de payer le billet de train à mon père et de venir afin qu'il vienne avec moi au Salon de l'agriculture. Il vient avec moi et ce jour-là, il est partagé par un sentiment de fierté parce que son fils était à l'honneur, ses pratiques étaient à l'honneur, donc ça c'est surtout pour cette génération, ils sont très sensibles à ça. Mais il était aussi partagé avec beaucoup de... Il y avait quelque chose de difficile à vivre dans ce moment-là. Et il s'effondre, il me le dit, il était en larmes et il me dit mais finalement ta réussite elle est extrêmement violente. Parce que moi qui étais agriculteur pendant 50 ans, je suis en train de me rendre compte que les évidences que tu nous mets sous le nez, nous on n'a pas été capable de les voir. Et j'ai bossé toute ma vie pour finalement financer ceux qui me vendaient des pesticides, des engrais de synthèse, des semences, du matériel d'irrigation, pour être pigeonné par, c'est son vocabulaire, hein, pigeonné par l'industrie agroalimentaire qui décide du prix de vente alors que c'est nous les producteurs, on décide même pas du prix de vente de
Et au bout du bout, j'ai trimé comme un malade, et c'est ces gens-là qui se sont enrichis sur notre dos. Alors qu'avec tes logiques à toi, si on avait eu la lucidité que tu as toi, eh bien peut-être on aurait été nettement moins esclave de ces gens-là. Et donc il était partagé entre cette grande fierté, cette satisfaction et cette grande déception pendant 50 ans ne pas avoir su voir de telles évidences. Et parlons enfin de la jeunesse. Quels sont les agriculteurs qui arrivent? Comment ils pensent les choses en fait? Aujourd'hui, il y a deux grands profils de candidats à l'installation. Il y a ceux qui, bien sûr, sont fils d'agriculteurs et qui, dès sortie de l'école, rejoignent leurs parents pour devenir agriculteurs, ou agricultrices d'ailleurs. Et qui justement, et c'est peut-être la chance que j'ai eue, et là encore une fois je remercie mon père qui, quand j'ai eu 20 ans et que j'ai eu mes premiers diplômes d'études supérieures, m'a foutu dehors en me disant va donc voir ailleurs ce qui se passe, ce sera très, très formateur pour toi, et je le remercierai jamais assez. À ce moment-là je ne l'ai pas bien vécu, mais en tout cas c'est aujourd'hui avec le recul, quel service il m'a rendu. Malheureusement ceux qui à 20 ans reprennent derrière leurs parents, n'ont pas cette distance, ce recul nécessaire, cette hauteur nécessaire pour remettre en cause le modèle, et donc reproduisent sans trop réfléchir le modèle de leurs parents. Et puis il y a ceux qui ont un peu mon profil, qui s'installent sur le tard, qui ont vécu autre chose, même s'ils sont fils d'agriculteurs. J'ai mon fils qui vient de s'installer là en février, il est dans ce profil-là, qui ont ce recul, cette hauteur nécessaire, et qui portent un modèle agricole qui satisfait les attentes sociétales, et qui, parce qu'ils acceptent de l'argent public, acceptent ce contrat sociétal, les obligations qui siègent à l'acceptation de ces aides publiques. Et puis il y a le profil que moi j'aime beaucoup, c'est ces gens qui ne sont pas du tout issus du monde agricole, qui arrivent justement avec cette attente sociétale qui s'exprime beaucoup, et qui portent des magnifiques projets d'installation agricole, et qui sont aujourd'hui les agriculteurs qui probablement portent les pratiques agricoles les plus abouties, et en tout cas les plus adaptés aux attentes sociétales et citoyennes, et qui sauront relever le défi du climat, le défi de la biodiversité et le défi sanitaire que doit relever l'activité agricole. Benoît Habito, merci beaucoup. Je retiens que c'est possible, les choses se mettent en place. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir laissé m'exprimer. Merci. Merci beaucoup.